Bon, on aurait pu vous faire un débrief un peu bateau des 6 heures d'Imola, bien qu'il ait plu, donc on pourrait parler de bateaux, hein, voilà, qui se sont courus ce week-end. Mais comme j'ai eu la chance d'être invité par le WEC pour aller voir tout ça sur place, et ben on a décidé de vous faire un format un petit peu différent, où on laisse un peu plus la parole à ceux qui sont directement concernés, et ça c'est plutôt cool. Alors si vous n'avez pas vu la course, allez regarder les highlights sur YouTube, ça vaut vraiment le coup. La course était assez dingue, l'une des meilleures je trouve ces derniers temps, même si en règle générale l'endurance on se fait toujours kiffer. Rapidement, on va revenir sur cette deuxième manche du WEC, puis en fait on a rencontré Sarah Bovy, Dorian Pin et Loïc Duval qui sont rentrés un petit peu plus dans le détail du pilotage d'une LMGT3 et d'une hypercar, et justement la gestion du trafic à Imola qui était loin d'être évidente, hein, voilà. Alors j'espère que ça vous plaira, on essaie de rentrer beaucoup dans le détail parfois technique, et je suis sûr que ça vous fera kiffer en vrai. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et on essaiera de faire d'autres formats un petit peu similaires. Deuxième manche du WEC qui s'est tenue le week-end dernier donc à Imola. Les tifosi sont venus en nombre soutenir les 3 hypercars du Cheval Cabré qui ont réussi à se placer aux 3 premières places en qualif. Il y avait beaucoup de monde, ça faisait vraiment plaisir de voir des tribunes remplies comme ça. Notez qu'il y a aussi la présence de 296 GT3 hein, évidemment sur la grille, mais les stars ça reste les hypercars qui jouent la gagne. C'était le défilé au début de course, c'était cool. On est donc sur un vieux circuit, sinueux, avec plus de 30 voitures, presque un petit peu moins de 40 je crois, en piste en même temps en course, avec des grosses différences de performance. Le circuit ne pardonne pas puisque les track limits, c'est l'herbe et le gravier, donc c'est pas un commissaire qui te sanctionne, etc. Mais c'est la piste directement, voilà, ça simplifie la chose pour tout le monde. Ah, ils ont voulu aller vite, c'est sûr, ça n'a pas traîné, hein. En 50 secondes, ça s'est pété la gueule. Alors Porsche en hypercar allait un petit peu souffrir sur ce circuit qui est très bosselé, parce que la 963 aime bien rouler avec une garde au sol très basse, d'où ses bonnes performances par exemple au Qatar sur un circuit qui reste méga lisse, qui est très moderne, donc voilà. Si on parle rapidement de BOP, Peugeot s'est pris un gros coup dans la tronche entre plus de kilos dans la voiture et moins de puissance, donc c'était difficile. Mais Toyota et Ferrari sont un petit peu plus les bénéficiaires de cet ajustement de la BOP. Évidemment, on n'a aucune explication du pourquoi du comment de la part de l'organisation, donc on prend la chose, on prend la BOP puis on avance. Alors autre gros point, la météo évidemment. Tout le week-end, on a eu du vent, de la pluie et des températures qui étaient assez fraîches. Faire chauffer les pneus, c'est une véritable mission et un point primordial pour absolument tout le monde. C'est comme en F1 finalement, la mise en route des pneus, que ce soit les Michelin pour les hypercars ou les Goodyear pour les LMGT3, faut y aller progressivement, faut pas violenter le pneu, sinon en fait tu vas tuer le pneu et son jus, et tu vas non seulement raccourcir la durée de vie du pneu, mais aussi sa performance sur l'entièreté du relais. Donc, quand tu sors des stands, c'est pas let's go, pleine balle, maman. Non, on y va bien, il faut faire chauffer les pneus. Bref, il y avait toutes les conditions pour avoir du spectacle, tout simplement pour nous, et ça c'était cool. On en a eu un très beau, et parfois un petit peu moins beau, comme au départ. Voilà, hein. On a vu un accrochage dans les hypercars où l'Alpine tape une Peugeot avant de se faire percuter derrière par la Isotta Fraschini qui envoie l'Alpine dans une BMW. La joie des départs lancés sur un circuit à l'ancienne qui faisait un petit peu écho à un lobby iRacing. Alors malheureusement, pareil en LMGT3, on a une 911 qui s'est retrouvée dans le mur avant même de passer la ligne de départ. Ça a tapé avant justement de mettre le coup d'accélérateur. J'en parlais avec des journalistes et même des pilotes en catégorie support. Le problème c'est que entre le dernier virage, le vrai dernier virage, et où t'es 2 par 2, et puis la ligne de départ avec les feux, etc., le temps il est interminable en fait, et du coup tu pètes un plomb au bout d'un moment parce que le moindre mouvement d'axel, tu crois que ça va partir, parce que tu vois pas grand chose non plus et tu sais pas où est-ce que t'en es. Bref, Fred Vasseur a dû refiler le stratège qui était en charge de la F1 il y a quelques années, parce que là les hypercars se sont pris littéralement les pieds dans le tapis pour la strat au moment de la pluie, et du coup c'est la Toyota qui gagne devant les 2 Porsche Penske à l'affût de la moindre opportunité. Ça les place de mieux en mieux ces Porsche pour peut-être gagner les 24 heures du Mans cette année, on verra bien, mais là où Porsche pensait que ça allait être compliqué, faire de damage limitation, ça fait P2, P3 quand même. Hein. Alors ça a été plus dur pour les Alpines et les Peugeot, et en LMGT3, ce sont les BMW qui ont pris le dessus sur une 911 GT3 R qui partait devant et qui faisait le taf. Les Iron Dam ont malheureusement abandonné des suites de l'accrochage au départ au moment du feu vert. Il y avait trop de dégâts sur la voiture, elles sont repassées plusieurs fois au stand et il n'y avait rien à faire. Mais il y avait du mieux et de la progression pour les Iron Dam depuis le Qatar, et Sarah Bovy et Dorian Pin restaient assez optimistes la veille de la course. Ça a été plutôt
positif, je pense, parce qu'on fait des améliorations. Enfin, si on compare au Qatar, je pense qu'on a fait un step en avant et ça c'est bien. On a essayé de bosser pour qu'il y ait des changements et ça s'est fait. On est plus dans le game, même si on n'est pas encore dans le top pour jouer devant, mais on aime rouler à Imola, c'est un beau circuit. Et en qualif, on aurait pu faire mieux, mais on garde le tout pour demain. Alors c'était aussi la première course de la nouvelle version de la Peugeot 9X8 avec l'apparition fameuse de cette aile arrière qu'on attendait, bien que ce soit bien plus que simplement ça. Loïc Duval et Peugeot s'attendaient à des performances un petit peu en retrait avec beaucoup d'apprentissage à faire sur cette nouvelle voiture et justement ils nous en parlent. Et les essais sont plutôt bien passés pendant l'hiver. C'est une vraie évolution par rapport à la voiture, à la 9X8 de la saison dernière, même si je sais que visuellement on voit surtout l'aileron arrière, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. On est plutôt content du step qu'on a fait avec la voiture. Alors après, comme vous le savez, on est dans un championnat qui est balancé au niveau performance. Et c'est sûr que quand on était au Qatar avec l'ancienne voiture, on avait la voiture la plus légère avec le plus de puissance. Là, on arrive ici, c'est notre première course et avec la balance, on s'est retrouvé avec la voiture la plus lourde et qui a le moins de performance. Donc c'est sûr que pour commencer, c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, voilà, on est à peu près là où on imaginait être. Le gros point important pour nous, c'est de voir aussi en course comment la voiture performe, quelle est sa dégradation sur les relais. Parce que je pense que ça, c'était vraiment un point négatif dans le passé. Je pense qu'on a fait aussi un gros step à ce niveau-là. Nous, on sait, sur le même circuit, l'ancienne voiture et la nouvelle voiture, dans les mêmes conditions, ce que ça donne en termes d'amélioration. Maintenant, il faut voir dans le championnat dans lequel on est, où on va se retrouver. Mais voilà, on est tous globalement plutôt contents. Et donc forcément, comme je vous le disais sur la vidéo qu'on avait fait sur la 9X8, si on ajoute une aile arrière, on change le centre de pression aéro, donc on change la charge sur les pneus qui est plus la même, et donc faut revoir aussi le fond plat et le dimensionnement des pneus. Et forcément, ça entraîne une petite différence de pilotage, en particulier à Imola, parce que c'est un circuit qui est bosselé avec des gros vibreurs, etc. Comme je le disais, on est quand même dans un championnat de balance de performance, donc c'est-à-dire même si aujourd'hui on a un aileron et qu'on n'avait pas d'aileron, au niveau de la balance aéro, on a quelque chose d'assez proche en termes de traînée, en termes de charge, etc. Parce qu'on doit être dans une fenêtre d'utilisation. Ça change un petit peu parce que la façon dont on générait la charge aéro avant, c'était par le floor. Je vais être comme Jean-Claude Van Damme, moi. Le fond plat. J'y arrive plus. Et donc du coup, on générait par le fond plat et puis vraiment par le dessous de la voiture. Là, ça va être différent, donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit comportement qui est différent. Et typiquement sur les circuits, par exemple, comme ici, qui sont beaucoup bosselés, ou comme à Sebring l'année dernière, le problème, c'est que quand vous perdez la charge aéro par le fond plat, c'est beaucoup plus dur de la récupérer et de la stabiliser par rapport à ce qu'on a là, en fait, avec un aileron sur la partie haute, où mine de rien, en fait, il y a toujours une certaine traînée, une certaine charge qui vient sur la partie haute, donc on va récupérer plus vite. Donc ça, on va le sentir. Pour moi, la plus grosse différence sur la voiture, en fait, c'est la taille des pneus, bien plus encore que d'avoir un aileron ou pas d'aileron. Et ces pneus aussi modifient beaucoup de choses, et ça nous apporte de la stabilité, ça nous apporte un peu moins de dégradation sur les longs relais. C'est pas le jour et la nuit, c'est pas vous mettez les pneus comme les autres et on n'a plus de problème, tout va bien. Ça génère d'autres soucis, d'autres problèmes. Du coup, on doit travailler, et c'est sûr que le désavantage qu'on peut avoir par rapport à tous les autres, c'est que nous, on n'a pas une année et demie de développement avec notre voiture. On a beaucoup de travail à faire en setup, parce que ce qu'on a travaillé d'abord, c'est la fiabilité, c'est un peu de compréhension, c'est faire rouler l'auto, mais on a quand même pas mal de travail à faire au niveau du développement setup, parce que ça reste quand même une voiture très différente, avec des masses, des répartitions de masses qui sont différentes, etc. Donc il y a quand même un petit peu de boulot. Moi, petite question sur justement l'avant-après en termes de pilotage sur la 9X8 et sur la nouvelle. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant, et est-ce que, comme tu l'as dit, c'est mieux aujourd'hui, mais vraiment en sensation de pilotage sur l'entrée, le milieu et la sortie de virage, ça donne quoi? Alors tu as un certain confort sur les phases d'entrée, tu as un peu moins de mouvement. Encore une fois, l'arrière était très sensible. Ouais, c'était assez sensible, et puis on avait un avant qui est très très réactif. Après, attention de ne pas faire l'amalgame aileron, pas aileron. Bien sûr. Parce qu'encore une fois, je pense que les pneus et la taille des pneus ont vraiment une influence énorme. Donc il y avait ça, cette phase d'entrée qui était assez instable, mais qui n'était pas le problème majeur. Donc ça, on l'a calmé un petit peu.
Par contre, on a presque créé plus de sous-virages en milieu, un peu plus de difficultés à faire tourner la voiture. Et pour le moment, en traction pure, on n'est pas beaucoup mieux. Par contre, sur un relais complet, on va être beaucoup plus stable. Okay. Donc, ce qui nous aide en performance, bien sûr, en effet, moins de dégradation. Donc ça, c'est hyper positif. Et puis, comme je le disais un peu plus tôt, toutes les activations que tu peux avoir sur les bosses, c'est beaucoup plus facile à gérer, tu vois, ou même passage de vibreur ici, typiquement à Imola. Avant, tu vois, quand tu allais délester la voiture, le temps que tu récupères de la stabilité, c'était un petit peu plus long que ce qu'on arrive à générer maintenant. Donc ça apporte du confort, ça apporte de la confiance aussi dans l'auto, et puis forcément un petit peu de performance. Et ça a changé quelque chose par rapport au déploiement de l'énergie et la manière dont tu peux remettre par exemple le gaz un peu plus facilement, ou même sur la gestion de l'ERS pour pouvoir récupérer de l'énergie, pour pouvoir peut-être faire pivoter la voiture avec. Alors ça peut changer un peu. Alors c'est tout ce qu'on appelle le software, où tu changes un peu. Ce qui change surtout déjà, c'est au niveau réglementation. Le fait d'être passé à ces gommes-là, maintenant on a l'activation de l'hybride à partir de 190 km/h. L'année dernière on le faisait bien plus tôt. On le faisait bien plus tôt parce que c'était pour compenser qu'on avait des plus petits pneus à l'arrière. Il faut bien aussi comprendre par rapport à ce qu'on connaissait avant des LMP1, c'est que là on va activer l'hybride, mais ce qu'on passe sur l'essieu avant, en fait on le réduit de l'essieu arrière. C'est pas comme si c'était cumulé, il y en a plus, on est bien d'accord. C'est juste que en fait on va réduire la puissance qu'on passe sur l'essieu arrière et on va passer la même chose en fait à l'avant. C'est une puissance qui est différente. L'électrique c'est différent du thermique. Tu le ressens aussi en tant que pilote différemment. Ça change aussi un petit peu la balance de l'auto parce que plutôt que d'être poussé, tu es aussi tiré. Il y a certains changements à ce niveau-là. Alors vous le savez, cette année, on n'a plus de LMP2 et on n'a plus de GTE. On a une nouvelle catégorie qui est sur une base de réglementation GT3, mais qui est un petit peu différente des autres GT3 qu'on connaît dans d'autres championnats. Et justement, je voulais savoir un petit peu la différence que Sarah et Dorian pouvaient ressentir à leur volant, surtout en passant d'une 911 RSR à une Huracan GT3. On avait déjà l'expérience avant, c'est hyper différent parce que tu as moins d'appui sur une GT3. T'as pas d'ABS sur une GTE. C'est des voitures qui sont plus proches du proto en fait, les GTE que les GT en elles-mêmes. Et donc forcément en termes de pilotage, c'est sûr que c'est un peu plus pur, c'est un peu plus. Il y a beaucoup de pilotes qui vont dire qu'ils préfèrent à cause de ça. Ceci dit, le GT3 permet d'avoir beaucoup plus de constructeurs impliqués, permet d'avoir beaucoup plus de diversité. Donc je trouve ça chouette pour le sport qu'on soit passé au GT3. L'évolution vers le LM GT3 qui sont maintenant les catégories qu'on a en WEC et en ELMS, c'est pas tout à fait la même chose que le GT3 qu'on a en GT World Challenge par exemple. Je sais que tu as une chaîne spécialisée qui nous permet d'aller dans les détails. C'est pas la même homologation, c'est les mêmes voitures, c'est pas du tout les mêmes performances. Donc c'est pour ça que parfois même en termes de chrono, si tu regardes des LM GT3 et des GT3, c'est pas toujours aussi proche qu'on pourrait le penser. La nouvelle gestion de la puissance avec le torque sensor, etc. Il y a des vibreurs qu'on prendrait avec une GT3 qu'on prend pas avec une LM GT3. Ouais. Ça va jusqu'à changer notre ligne de pilotage, pour te donner une idée en fait. Alors imaginez pour Dorian Pin de passer de la monoplace de la F1 Academy à la LM GT3 et puis vice versa, et puis elle va faire un peu de fréca, etc. C'est pas simple et justement je lui ai posé la question. Il y a un temps d'adaptation un petit peu ou non, c'est quelque chose que tu arrives à bien gérer? Un petit peu, ça a été un peu plus dur au Qatar que là, pour switcher pour Imola c'était plus facile. C'est surtout de la préparation, pour switcher c'est vachement différent en termes de driving style quoi. Donc faut se réhabituer, faut ressentir, c'est plus lourd que la monoplace. Et moi je regarde plein de vidéos pour essayer de me remettre dedans, revisualiser tout ça et être le plus prêt pour là quoi. C'est quoi le plus difficile, de passer de la GT à la monoplace ou l'inverse? Monoplace à GT. Parce qu'en monoplace c'est plus lourd, mais c'est aussi en monoplace tu fais beaucoup de overlap, c'est axel-frein en même temps. Et là, si tu fais ça, tu consommes un max. En plus de passer de la monoplace à GT, il y a une nouvelle, avec la nouvelle façon de gérer la BOP, si tu veux, avec le torque sensor, etc. On doit vraiment respecter une certaine puissance maximum sur tout le tour. Et donc, tu as certaines techniques de pilotage qui étaient OK pour le GT jusqu'à l'année dernière, qui sont plus OK maintenant. Ouais. Et donc, même les pilotes de GT doivent aussi s'adapter. Alors du coup, il y a tout ça à gérer pour Sarah, Dorian et Michel sur la Huracan. Et pour les pilotes Peugeot dont fait partie Loïc, ça découvre aussi leur voiture en situation réelle de course. Donc déjà, rien que ça, il y a du boulot à faire tout seul.
Faut ajouter la spécificité de cette manche qui est donc le circuit d'Imola tout simplement. Et c'est assez unanime chez les pilotes, les circuits à l'ancienne, c'est top. C'est les meilleurs, ces Ouais. circuits comme ça. Ouais, c'est un peu comme Sebring, quoi. C'est un peu old school et c'est un des meilleurs circuits où là on prend le plus de plaisir, quoi. Mais sur circuit, ouais, ça a toujours été un plaisir à rouler. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Alors moi c'est pas compliqué, c'est mon circuit préféré. Donc, Ah oui je suis belge, donc tu vois, faut quand même. Non, moi j'adore parce que ici tu sens vraiment que le tracé il est né de la courbure naturelle en fait de l'endroit. Ça monte, ça descend, ça tourne. Enfin, je veux dire, on n'a pas dessiné des virages. C'est des virages qui existaient parce que c'était des routes et voilà. Et on a gardé justement cet esprit des circuits à l'ancienne où il n'y a pas de track limite, quoi. Le seul track limite qu'il y a c'est une chicane et c'est le dernier virage qui a été inventé, donc c'est assez logique. C'est assez grisant de rouler ici et je vais dire demain quand on va prendre le départ avec toutes les GT qui vont se battre pour une position, puis il y a les hypercars qui vont revenir sur nous après quelques tours et qu'on sera tous en train de se battre pour notre vie, pour une position et tout, ça va être rock'n'roll hein. Si en plus t'as une petite goutte de pluie qui vient pour un peu épicer tout ça, ça va être oh là là. C'est sympa. Si tu fais des bonnes performances sur un circuit comme celui-ci, c'est là que c'est hyper gratifiant, quoi. Mais on avait un jeune rookie qui n'avait jamais roulé à Imola et pourtant il a un paquet de courses à son actif en carrière. C'est Loïc Duval qui découvrait la piste en réel ce week-end avec la Peugeot 9X8. Et oui, comme quoi, c'est pas parce qu'on commence à avoir une belle carrière qu'on a découvert tous les circuits. Alors moi je suis un vieux rookie, du coup moi j'aime bien quand même ces tracés-là, tu vois. J'aime ce côté qui pardonne pas, où voilà, la prise de risque elle est payante et puis si tu fais une erreur tu la payes cash aussi. Donc j'aime beaucoup ça. On va pas non plus très vite ici. Donc du coup même si c'est en effet très étroit, t'as les arbres etc. Donc tu sens c'est un tunnel hein, mais c'est pas trop gênant. Le trafic est compliqué parce que tu vas avoir des enchaînements comme dans le premier secteur où c'est quand même assez dur d'être très proche des voitures parce que tu perds un peu de charge aéro. Puis il n'y a pas beaucoup de distance entre les virages. Après on a de la chance, les GT sont quand même moins vite que par le passé, donc voilà, on arrive à faire la différence. Si je te donne un exemple par exemple, c'est tu rentres au box, tu vois putain t'as vu le dépassement là que j'ai fait. Et en fait quand tu regardes de l'extérieur à la caméra, tu dis ouais alors alors qu'à l'intérieur tu dis putain c'était super chaud. Ouais. Et donc ouais, c'est sûr que quand tu es dans la voiture, tout paraît un petit peu plus réduit, un petit peu plus cosy. Et c'est chaud. Et c'est sûr qu'il va y avoir des incidents de course parce que tu dois prendre des risques, parce qu'encore une fois, tu as 2-3 bosses, 2-3 vibreurs qui pardonnent vraiment pas. Et donc quand tu vas dessus, tu payes cash. Donc il y a des risques de safety car demain. Mais d'un autre côté, ça montre aussi très bien que les pilotes, parce qu'on n'en a pas eu tant que ça non plus dans les séances d'essai, que les pilotes savent très bien s'adapter aussi, parce qu'on dit tout le temps, tu sais, quand tu es sur les circuits comme le Qatar, où tu dis je sors un peu large, mais tu vois, c'est un peu chaud, etc. Il n'y a rien du tout en fait. Ta prise de risque est toujours multipliée quand tu arrives sur des circuits comme le Qatar, comme le Paul Ricard, parce que tu sais que si tu te rates, en fait, tu débraques et puis c'est fini. Ici, tu sais que si tu te rates, tu vas rester dans le bac, tu y vas plus step by step, et puis on voit très bien que les pilotes, du coup, on n'a pas de 200 track limit par séance d'essai. Bosselé, serré, avec de l'herbe et du gravier, c'est grisant, c'est forcément un petit peu dangereux et un peu moins de 40 voitures en course, faut gérer le trafic. Certes pour les hypercars qui dépassent, mais aussi et surtout pour les LM GT3 qui doivent perdre le moins de temps possible dans leur propre bataille lorsqu'elles se font dépasser. Et ça pour le coup c'est aussi un vrai taf qu'on prend pas bien en compte quand on voit tout ça à la télé. Déjà, le trafic, c'est complètement différent de l'année dernière, alors qu'on est dans le même championnat, alors on a des catégories qui ont changé, mais il faut se dire qu'en fait l'année dernière, dans la catégorie Rennes, il n'y avait pas toujours autant de suspense. Enfin, il y avait souvent des écarts assez importants. Et donc quand ils arrivaient sur nous, quand tu avais le leader et qu'il avait 10 secondes d'avance, il se jetait pas dans le premier petit trou de souris qu'il voyait, quoi. Maintenant ils arrivent, il y a 2 dixièmes entre chaque voiture et t'en as un qui te passe, t'en as 5 qui suivent juste derrière comme ça. Ah ouais. C'est beaucoup plus intense à gérer. Et du coup, après dehors, en fait, on est toutes sorties avec la même conclusion qu'il nous fallait un spotter. Un spotter, c'est un peu comme on fait aux États-Unis. Normalement, aux États-Unis, ils le font au visuel, ils sont en haut d'une grande tour et ils préviennent en fait le trafic au fur et à mesure. Ici, on le fait électroniquement avec la gestion GPS du trafic. Et notre spotter pour cette course, c'est notre équipière Raël Frey qui est pas au volant, mais qui reviendra bientôt au volant en wake aussi, puisque Dorian est trop occupée pour nous. Et du coup, on gère le trafic maintenant avec Raël, qui est d'une grande aide justement pour nous aider à anticiper un petit peu et essayer de perdre le moins de temps possible là-dedans, parce que faut se dire que le trafic, tu perds
au moment où il te dépasse. Mais si tu prends un peu de marble et que tu dégueulasses tes pneus, tu perds les 2 tours d'après aussi. Donc c'est important de bien le gérer. C'est plus facile là qu'au Qatar quand même. Ah ouais. Au Qatar, ils arrivent comme des balles quoi, par rapport à nous. Là, ça va. Moins de pente de vitesse aussi là. Ouais, là un peu moins. Ouais. Puis si, tu sais, t'avais tous ces virages rapides où c'était... En fait, tout le dernier secteur au Qatar, ils sont tellement plus vite que nous que s'ils restent derrière, ils perdent beaucoup trop de temps. Et donc ils plongeaient, et alors les virages rapides, c'est là où il y a le plus de marble à l'extérieur, donc c'est là où on perdait le plus. Voilà, si vous avez loupé Imola, vous avez toujours les highlights de la course sur YouTube. Et il me semble qu'en général, le WEC met en rediff complète les courses au bout d'un certain temps sur YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et maintenant, dans moins d'1 mois, je crois, le championnat se rendra au pays de Sarah Bovy, en Belgique, à Spa, pour la 3e manche. J'espère qu'il fera suffisamment chaud pour chauffer les pneus, parce que l'année dernière, il n'y avait plus les cabines chauffantes et c'était compliqué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao ciao.